ディアブルジャンボ。 Yo les bros, on se retrouve enfin pour un nouvel épisode des QOP. Ça fait longtemps, ça m'a manqué, je me suis donc dit qu'il était l'heure d'en préparer un nouveau. Comme d'habitude, j'ai sélectionné 5 questions que vous m'avez posées sur One Piece, dans la section des commentaires sur YouTube, ou bien alors sur mon Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre ce dernier. Mais avant tout ça, j'ai un cadeau. En tant que bon Sanji qui se respecte, aujourd'hui, je vais vous offrir à manger. Certains d'entre vous le savent déjà puisque j'en ai déjà parlé dans des lives ou des vidéos spéciales, mais avant d'être sur YouTube, de bosser sur YouTube, j'étais pizzaiolo. Je bossais donc avec mon frangin qui est lui-même pizzaiolo depuis plus de 10 ans. Bref, il a intégré un réseau nommé Gang of Pizza qui reprend le thème mafieux de la première moitié des années 1900. Et avec ce réseau, on a décidé de s'allier le temps d'une vidéo pour vous faire profiter d'une pizza gratuite. Sans minimum d'achat, rien à débourser. Grazie ai Goji. La petite particularité est qu'il s'agit là de distributeurs de pizza. Vous ne connaissez peut-être pas, mais tout comme n'importe quel distributeur au monde, vous n'avez qu'à vous rendre à la machine en question, choisir votre pizza, payer et attendre 3 petites minutes que votre commande sorte du four, prête à être dégustée. Vos pizzas, elles, sont confectionnées dans un atelier prévu à cet effet avec toutes les normes d'hygiène possibles et stockées dans le réfrigérateur du distributeur, attendant sagement d'être commandées et cuites grâce au four présent à l'intérieur. Du coup, pour profiter de cette petite collab, parce que oui, c'est le but premier quand même, il faut télécharger l'application Gang of Pizza sur votre smartphone et s'y inscrire. Vous géolocalisez le distributeur le plus proche de chez vous, vous allez dans l'onglet rituel d'entrée, entrez vos coordonnées et dans l'onglet sujet, vous sélectionnez par un et vous entrez le code GOJI. Puis voilà, vous recevrez un code promo à entrer dans votre distributeur de pizza pour bénéficier de votre pizza gratuite. Alors attention, vous n'avez que 15 jours à partir de la date de publication de cette vidéo pour bénéficier de cette offre, donc profitez-en et dépêchez-vous. Voilà, donc c'est peut-être bête, hein, mais contrairement à n'importe quel autre placement de produit, pouvoir vous offrir quelque chose que vous pourrez partager entre potes ou entre familles, ou même simplement quelque chose qui va vous nourrir, eh ben je trouve ça très important. Qui sait, peut-être que Sanji finalement a eu une réelle influence sur moi. En tout cas, j'espère que ça vous fera vraiment plaisir et je remercie profondément Gang of Pizza. Après toutes ces belles paroles, nous pouvons enfin commencer cette vidéo qui s'annonce incroyablement lourde tant les sujets que vous m'avez proposés sont génialissimes. Une nouvelle évasion d'Impel Down, les Zoan mythiques, qui est le plus puissant des 4 empereurs, bref, 5 questions sur l'univers de One Piece et ça commence maintenant. Une question de Jaralax. Bonjour Goji, penses-tu à une nouvelle évasion massive d'Impel Down avec des retours de personnages tels Sabo pour représenter Luffy, Mr. Two, évasion réussie cette fois, Arlong à la place de Jinbei, Doflamingo en nouveau crocodile, Baggy tel lui-même, je le vois trop être le seul corsaire à s'être fait attraper à nouveau. Ta question, elle est bien évidemment très cool. Parce que du coup, si un Impel Down donc 2.0 a lieu, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie pour le truc du parallélisme. La théorie du parallélisme, j'en ai évoqué il y a de ça pas si longtemps sur ma grande vidéo de la gare d'Onigashima. Et en gros, il s'agit tout simplement de reproduire un scénario qui s'est déjà donc déroulé ou reproduire la même forme narrative. Et ce qui est intéressant désormais, c'est de savoir pourquoi une nouvelle évasion d'Impel Down pourrait avoir lieu et pourquoi finalement ça tient plutôt bien. Car les Shichibukai sont effectivement abolis, ça a été un fait, ça a été débattu à la rêverie et du coup, ça inclut que même une infime partie d'entre eux puisse éventuellement être capturée, vu qu'il y a une chasse qui a été lancée par la marine, capturée et donc emprisonnée tel Crocodile et qu'ils finissent par être libérés à un moment ou l'autre du manga. Oda a ensuite teasé, donc dans le dernier Jump Festa de décembre dernier, des événements relatifs à Vivi, Sabo et Bois Hancock. Il disait qu'en gros des choses s'étaient déroulées autour d'eux, qu'il allait se passer des choses, bref, c'était quand même assez important. Et c'est donc dans le chapitre 956 qu'on a le plus de sous-entendus et d'infos à ce sujet. Par exemple, il y a une news sur Sabo qui laisse sous-entendre qu'il lui est arrivé quelque chose. Et vu la réaction de tous, ça laisse sous-entendre qu'il est mort. Évidemment, c'est pas possible. Sabo ne peut pas mourir pour le moment, on en parlera un petit peu après du pourquoi et du comment, mais en tout cas c'est ce qu'il laisse sous-entendre. Personnellement, j'imagine plus un titre comme genre le révolutionnaire Sabo a attaqué la rêverie, ayant tué quelqu'un durant son assaut pour finir par mourir de la main d'un amiral et ou du Cypher Paul. Et du coup, cela pourrait être Vivi par exemple ou son père Cobra. Et vu que Im voulait peut-être se débarrasser d'eux, le gouvernement aurait fait d'une pierre deux coups en inculpant et diabolisant les révolutionnaires. Du coup, ça serait un énorme coup de manipulation médiatique de leur part. Bref, non, Sabo n'est pas mort, ce n'est pas possible car il n'a pas été assez exploité, car il est encore trop récent, il a encore trop de choses et scénaristiquement parlant, je pense pas que ça soit le bon moment pour le faire mourir. Il peut mourir, certes, dans l'histoire, ce serait pas étonnant, mais pas maintenant. Cependant, on en revient donc au concept et au sujet d'Impel Down, il a pu être capturé. Et donc, pour soutirer des informations sur les révolutionnaires, le gouvernement mondial ou la marine peut avoir recours à des moyens plus ou moins scrupuleux, du style sérum de vérité ou des trucs comme ça. On ne sait pas trop ce que Vegapunk est capable de produire, mais ça reste en tout cas dans cette veine-là. Il peut être capturé et servir de monnaie d'échange ou d'otage pour vis-à-vis des révolutionnaires. Et du coup, cela peut être le premier à s'évader et donc mener à ce Impel Down V2. Effectivement, Ace a été emprisonné à Impel Down, Luffy s'y est
rendu également, il se peut effectivement que maintenant Sabo, dans la lignée des 3 frères, se retrouve encore une fois à Impel Down pour X ou Y raison. Ensuite, il y a Hancock et ou les autres Shichibukai. Ils ne seront pas facilement attrapables, hein, cependant, si l'un d'entre eux a le malheur d'être capturé, eh ben on peut être sûr qu'il ne restera pas en prison jusqu'à la fin de l'œuvre. Par exemple, Crocodile, il y est resté à peine la moitié du manga, à peine, hein, et finalement il est ressorti pour participer à la guerre de Marineford. Donc par exemple, s'il se passe quelque chose vis-à-vis d'Hancock, ce qui est loin d'être impossible, elle s'évadera. C'est un fait, c'est obligatoire. Baggy également, c'est une très bonne idée qu'il se fasse capturer à nouveau pour l'aspect comique bien évidemment, cependant ça risque d'être un peu redondant encore une fois, et il faut pas oublier qu'il est beaucoup plus influent et beaucoup plus puissant qu'à l'époque. Et finalement, le plus important, le gratin Doflamingo. Lui c'est quasiment le plus important de tous pour la suite de l'histoire, notamment dû à sa connaissance du trésor de Marie-Joie, qui va sans doute être en premier plan à un moment ou l'autre dans l'histoire de One Piece. Ensuite, il avait des liens trop importants avec les empereurs et même une empreinte trop présente, trop marquée dans le Nouveau Monde. Et pour moi, il est justement indéniable qu'une évasion de Impel Down peut avoir lieu, simplement, ne serait-ce que pour libérer Doflamingo. Ce type, c'est le Crocodile 2.0, il va forcément finir par ressortir de prison, quelqu'un va venir le libérer ou quoi que ce soit. D'ailleurs, lui-même a des espions, des infiltrés, des assassins qui tentent donc de le tuer. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui va prendre justement l'allure d'un assassin, mais finalement va venir le libérer, un peu à la façon de Luffy avec Ace? Bref, on ne sait pas trop comment ça peut se dérouler, mais il faut savoir que Doflamingo est recherché et voulu, et la suite de l'histoire va forcément tourner autour de lui, à un moment ou l'autre. Du coup, la réunion de tous ces grands personnages pourrait mener éventuellement à la dernière grande guerre, un peu à l'image de Marineford. Question suivante de Owen Pinson. As-tu remarqué que Im a les mêmes yeux que Mihawk? Comment je n'ai pas pu faire attention? Oui, j'avais remarqué. Alors, question de Pollux. Salut Goji, penses-tu que tous les personnages forts, niveau général de Yonko amiral, ont déjà été introduits dans l'œuvre ou du moins évoqués? Ou Oda peut encore nous sortir un perso hyper balèze dont on ne se doutait même pas de l'existence? Force à toi. Merci poto. Alors moi je vais répondre à ta question par une autre question. Avons-nous réellement besoin d'un autre personnage aussi fort que ça? Il y en a tellement de ne pas exploiter, ça se compte en dizaines, littéralement. Beaucoup n'ont pas été vus à l'œuvre. Les amiraux, par exemple, n'ont pas réellement été vus à l'œuvre. Un petit peu Sakazuki Akainu, s'il a été vu un peu plus se battre durant la guerre de Marineford que les autres. Pareil pour Aokiji et Fujitora, ce sont deux personnages, des monstres de puissance dont on ne sait pas encore réellement leur potentiel fixe. Et d'autant plus Kizaru et Ryokugyu. Kizaru, ça fait depuis le début qu'on l'a vu, c'est un des premiers amiraux d'ailleurs qu'on a vu. On sait qu'il est très fort, comme n'importe quel amiral, mais on sait pas à quel point. Et Ryokugyu, j'en parle même pas, parce que lui, c'est littéralement, on n'a même pas vu son physique, on sait même pas quel pouvoir il a. Donc à partir de ce moment-là, est-ce qu'on a réellement besoin d'intégrer un nouveau personnage, alors que ces mêmes personnages-là ne sont pas exploités? Et le pire, c'est que c'est pas tout. T'as les grandes forces du gouvernement, tel Kong par exemple. Lui, il était carrément amiral en chef à l'époque de Goldie Roger, donc il doit juste être incroyable. Et ça, pourtant, personne n'y pense. Le Gorosawa aussi, voire même encore Im, hein, qui peuvent avoir donc une certaine puissance. T'as Dragon, sans doute surpuissant vu l'organisation qu'il contrôle et la famille d'où il vient. Pareil, on ne connaît absolument pas son pouvoir, ses capacités, etc. Shanks, ben, encore une fois, on ne sait strictement rien ni de lui ni de sa puissance. Aki des rois de malade, ok, mais le reste à exploiter. Rayleigh, bon, il est un peu vieux pour combattre maintenant, mais il connaît parfaitement le Haki et est un épéiste d'exception. Donc c'est pareil, on l'a pas encore vu à fond, on sait pas encore vraiment ce qu'il peut donner à son maximum actuellement. Shaki, c'était une pirate incroyable à l'époque, qui était traquée par Garp lui-même. On ne sait rien de sa puissance et de ses pouvoirs, malgré le fait qu'ils doivent être importants et imposants. T'as le CP0 avec ses nouveaux membres, ils font sans doute partie des plus puissants du monde. Ils sont quand même pas du même calibre que les autres, mais ça reste quand même des forces qu'on ne connaît pas. Et là après, ça part sur des trucs comme par exemple Mihawk, hein, donc c'est un personnage qui a été introduit depuis le début, mais on a réellement vu qu'une seule attaque, et si Zoro, lui, en parvenant à découper Pika, est encore loin de son niveau, alors j'imagine que Mihawk, lui, il doit être à un niveau vraiment stratosphérique. Et finalement, on en vient au tout dernier des Shichibukai, le dernier introduit, Weeble. Pourquoi s'embêter à chercher un autre personnage surpuissant qui n'est pas encore exploité ou apparu dans le manga, alors que t'as un Weeble, qui est considéré comme un Barbe Blanche 2.0 dans sa jeunesse, qui est capable de vaincre tous ses capitaines d'ailleurs de ce fameux Barbe Blanche, pardon, vraiment une puissance juste colossale. On ne sait même pas son pouvoir, on ne sait rien, on ne sait même pas comment il se bat, c'est trop intéressant, et moi je voudrais presque pas qu'Oda, même si j'aime bien qu'il y ait de nouveaux personnages introduits parce que du coup ça crée une nouvelle histoire ou de nouveaux liens à chercher, ben j'aimerais presque pas, parce qu'au final on en a pas besoin et il faut qu'il exploite les autres trucs qu'il a déjà ancrés. C'est pour vous faire comprendre qu'on en a tellement que ça serait trop en gros d'en rajouter. Oda peut le faire, il semble adorer rajouter des personnages, notamment sur Wano Kuni, hein, c'est la débandade, mais moi personnellement je trouverais ça justement trop, voilà. Donc déjà qu'on exploite tout ce qu'on a, et après on verra.
Une question de Shadow Ghost. Salut Goji, d'après toi, qui est le plus fort de tous les 4 empereurs? Et Magellan, son fruit ressemble beaucoup à un Loga, tu trouves pas? Oui. Bon, aujourd'hui c'est les questions, double question. Alors pour te répondre directement sur la question la plus rapide liée à Magellan, oui, il ressemble à un Logia, mais c'est un Paramecia. C'est un peu l'histoire finalement de Katakuri, qui est, il me semble, un Paramecia dit spécial, mais on va le classer dans la catégorie des Paramecia productifs, c'est-à-dire qu'ils peuvent produire l'élément de leur fruit du démon, ce qui rend un peu du coup cet aspect un peu Logia. D'ailleurs, Doflamingo, dans un certain sens, il pourrait un peu donner aussi cet aspect Logia, sauf que c'en est pas un. Et concernant la puissance des 4 empereurs, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui intéresse beaucoup de monde, donc on va en parler. Actuellement, vu qu'on n'a réellement vu aucun empereur à l'œuvre, c'est très dur de donner un ordre de puissance objectif et précis. Je vais quand même tenter de le faire à ma façon personnelle, hein, donc vous en faites ce que vous en voulez. C'est tiré juste de mon analyse. Hein. De ce que l'on sait, Shanks est reconnu par l'équipage de Barbe Blanche de par son acquis royal de malade. Donc il a été capable d'arrêter Akainu sans difficulté apparente, d'intercepter Kaido, et a d'ailleurs une très grande connaissance globale. Big Mom, elle, est surpuissante, elle frôle la vulnérabilité physique, et ce depuis son plus jeune âge, polyvalente dans ses attaques, en étant une épéiste à la puissance considérable, ou encore en invoquant les éléments grâce à son fruit du démon. Elle tient tête à Kaido, et a d'ailleurs évolué dans le même environnement que lui. Kaido, lui, justement, est considéré comme un monstre ou une chose par Big Mom, il est réputé comme invulnérable et n'a subi qu'une seule réelle blessure. En tant que dragon, il domine les cieux et en tant qu'homme, il domine la terre avec sa puissance extraordinaire. Et le petit dernier, Barbe Noire, il n'a pas autant d'exploits à son actif que les autres, il n'a pas battu à la loyale un autre empereur, mis à part Ace, qui était quand même loin d'un niveau Yonko. Cependant, il a 2 atouts qui surpassent n'importe qui d'autre, 2 des plus puissants fruits du démon au monde. Un qui était connu comme pouvant détruire la terre, et l'autre pouvant tout aspirer, et sans doute plus encore. Et au final, dans tout ça, comment se retrouver? Comment différencier celui qui est le plus puissant et celui qui est le moins puissant? Pour moi, je vais vous dire vraiment une chose, je pense qu'ils sont tous d'un niveau plus ou moins similaire. Il n'y a pas une différence incroyable entre l'un et l'autre. D'ailleurs, ils n'ont pas tous la même force. Il y en a un qui va avoir une force peut-être physique plus imposante, l'autre va avoir une force au niveau des réseaux, l'autre va avoir une force liée à la cohésion de ses membres. C'est vraiment pas du tout la même forme de force entre chaque. Et c'est quand même une différence à noter. Cependant, on va quand même essayer de les catégoriser suivant leurs paroles et non leurs actes, vu qu'on n'en a pas eu beaucoup. Big Mom, elle, malgré son incroyable puissance et résistance, considère Kaido comme un monstre, ou comme une chose. Elle ne semble pas pouvoir vaincre un autre empereur de sa propre force à elle. Alors pourquoi je dis ça? Car comme elle-même l'a dit à Luffy et Nami, si elle avait réussi le mariage politique et militaire entre la famille Charlotte et les géants d'Elbaf, elle aurait eu une puissance capable de vaincre Shanks, Kaido et même Barbe Blanche. Ça veut dire que, dans son état actuel, sans cette alliance, apparemment, elle ne peut pas le faire. Puisque c'est une fois que là, cette alliance entre les géants et elle est mentionnée, qu'elle sous-entend justement qu'elle aurait pu vaincre ces empereurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, de ce qu'on peut comprendre, du moins de comment j'interprète les choses, elle est la moins puissante, et ça me tue de dire ça parce que je trouve Big Mom incroyablement puissante, des empereurs, parce que justement, elle a besoin d'un tiers pour vaincre par exemple Kaido, Shanks ou encore Barbe Blanche à l'époque. Et pourtant Big Mom est déjà un monstre elle-même. Ensuite il y a Shanks. Alors lui c'est compliqué parce qu'il se battait quand même à force égale avec le plus grand épéiste au monde, donc c'est pas n'importe qui, et il se dresse facilement face à des monstres comme Kaido ou même Akainu, qui sont réputés d'ailleurs eux-mêmes aussi pour leur puissance. Il a l'air d'être déjà plus puissant que Big Mom, et surtout il faut noter qu'il doit être au meilleur de sa forme actuellement parce qu'il a 40 ans, il a à peu près 40 ans, bientôt en tout cas. Et si je dis ça c'est pas un hasard, c'est parce que Oda a déclaré d'ailleurs récemment que Barbe Blanche était à son prime, à la plus grande puissance qu'il pouvait avoir quand il avait l'âge justement de 40 ans. Donc on peut imaginer que dans One Piece, un personnage atteint le maximum de sa puissance à partir de cet âge-là. Trop jeune, manque d'expérience et manque de puissance, trop vieux, bah justement tu commences à te tasser entre guillemets, donc peut-être 40 ans c'est l'âge que Oda a choisi pour que ce soit le meilleur compromis. Donc je classerai donc Shanks juste en dessous de Kaido. Kaido lui évidemment pour l'instant je le classe au top. Non pas parce que je le veux, mais parce que justement Big Mom le considère comme un monstre, comme une chose. Et parce que Oda lui-même, à travers le narrateur, fait comprendre qu'en 1v1, personne ou rien ne peut le battre. Et même qu'il est finalement juste la créature la plus puissante. Ça a donc l'air d'être un fait, Kaido est au-dessus de tout, c'est le roi des bêtes, c'est celui qui se dresse au-dessus en fait de la hiérarchie des empereurs. Cependant, on en vient au petit dernier justement, Barbe Noire, qui lui, il ne faut pas l'oublier. Scénaristiquement parlant, si c'est lui l'ennemi final de Luffy, l'ennemi final de One Piece, eh bien il se devra d'être au-dessus de n'importe qui à un moment ou l'autre de l'histoire, notamment à la fin. Ça doit être lui le plus puissant personnage que Luffy, notre héros, devra vaincre pour justement libérer le monde, etc. etc. Ça peut changer, hein, on ne sait pas trop ce qu'Oda peut faire de ce côté-là, mais si on prend juste le scénar et qu'on le pose sur papier comme ça, bon, ça semble assez logique, voilà.
Si je dis ça, c'est pas non plus pour rien, c'est parce qu'il a quand même 2 fruits du démon. Un fruit du démon fait déjà la différence, hein. C'est considéré comme la plus grande des puissances qu'un pirate ou qu'un personnage peut avoir, mais là il a 2 des plus puissants fruits du démon, c'est-à-dire celui du paramécia des tremblements, considéré comme le fruit du démon pouvant détruire le monde, détenu au préalable par Barbe Blanche. Sur le potentiel destructeur, il est juste, je crois qu'il n'a pas de limite. Et Yami Yami no Mi, lui, avec ses ténèbres qui peut tout aspirer et qui cache encore de nombreuses choses, eh ben, on en vient finalement à un personnage qui est beaucoup trop sous-estimé, alors qu'au final il possède les plus grands pouvoirs qu'un homme peut avoir. Et il en cumule 2 en plus. Et c'est pour ça que je pense que lors de la défaite de Kaido, si défaite il y a, c'est à ce moment-là qu'il atteindra entre guillemets le plus grand moment de sa puissance et qu'il aura cumulé assez de force pour devenir justement le plus puissant des pirates du monde. Il pourra contrer Shanks de la puissance brute avec son fruit donc du Gala Gala no Mi, le fruit des tremblements, et il pourra contrer le fruit du démon d'un pirate comme Big Mom justement avec son fruit des âmes grâce aux ténèbres de son Yami Yami no Mi. Il sera presque parfait au final. Il a actuellement tous les dispositifs pour que rien ni personne ne puisse le vaincre. Ça va être, ou ça va devenir en tout cas, la plus grande force humaine. Donc si je devais réellement donner un classement, Kaido actuellement, à ce moment même précis, il est premier, mais lorsqu'il passera l'arme à gauche, c'est Teach qui prendra sans doute le dessus. Shanks lui est deuxième, tandis que Big Mom, elle, est on va dire 3ème dernière. Et attention, je le répète quand même, il ne s'agit là que de différences vraiment minimes, puisque dans tous les cas, ils sont déjà tous surpuissants à leur façon. Alors, une question de Kevin. Alors, c'est une très longue question. En gros, hein, pour pas tout lire, quel adversaire aurait pu avoir Kaido? Contre qui il aurait pu perdre, pardon? Il a cité Oden pour la cicatrice, Chebek vu que c'était sûrement la première défaite avant d'intégrer l'équipage, ou encore donc l'histoire de God Valley avec Garp et Roger. Les 2 dernières questions, c'est Barbe Blanche aurait dit qu'il mourrait s'il sautait du nid céleste, pourquoi ce questionnement? Et aurait-il rencontré l'ancien détenteur du fruit de l'eau? Alors, j'ai pris ta question, bro, parce que il y avait des questions très intéressantes, mais c'est vrai que du coup, c'est un petit peu long, donc on va essayer d'aller le plus vite possible, ça va être très compliqué. Alors, il faut savoir que justement Kaido, c'est vrai, il est connu comme ayant perdu 7 fois, vraiment ayant perdu 7 fois. Alors perdre contre Chebek, c'est grandement possible, c'est même sans doute presque sûr en fait, vu que justement comme tu l'as dit, pour intégrer l'équipage, c'est un des meilleurs moyens de le soumettre entre guillemets, donc ouais, je pense que Chebek on peut le compter comme une des défaites, même si rien n'est confirmé bien évidemment. Oden, je sais pas si on peut le considérer comme une défaite, même si je pense que si le combat s'était éternisé, peut-être qu'Oden aurait pu le vaincre, en tout cas, il avait la puissance pour, on l'a bien vu. God Valley, donc tout l'événement qu'il y a autour, effectivement, ça peut aussi compter comme une défaite, vu que malgré tout, c'est Garp et Roger qui ont combattu les Rocks, donc ils ont sans doute subi une défaite à ce moment-là, qui peut compter dans celle de Kaido. Peut-être une nouvelle fois face à Barbe Blanche, vu que lui, il était considéré comme le pirate le plus fort du monde, peut-être qu'à un moment, ils se sont frités l'un et l'autre, et Barbe Blanche a donc battu Kaido, c'est pas impossible non plus. Goldie Roger en solo, peut-être à un moment où l'autre, ils se sont croisés, ils se sont battus. Ensuite, et ça on n'en parle pas assez, mais la marine et les amiraux. Faut dire que Kaido s'est fait capturer plusieurs fois par la marine, donc s'il a été capturé, c'est que il a dû se faire battre. Donc je pense que la marine et les amiraux, peut-être qu'il y avait justement Garp et Sengoku, mais en tout cas, la marine peut compter, je pense, comme une défaite vis-à-vis de Kaido. Shanks, lui, il a arrêté, ça a été une interception, donc je pense pas qu'on puisse vraiment considérer ça comme une réelle défaite, tout ça un match nul, ou enfin bref, je pense pas que Shanks peut être considéré comme une défaite. Alors ça en fait déjà 5 ou 6 qu'on a noté, donc peut-être qu'on les aura un jour ces défaites, on va peut-être nous les raconter d'une certaine façon. Alors concernant l'histoire de Barbe Blanche qui aurait dit à Kaido de sauter, eh ben il semble s'agir là d'une mauvaise interprétation. Effectivement, moi aussi je pensais que Kaido sous-entendait qu'il aurait pu mourir en sautant du nid céleste parce que Barbe Blanche lui avait dit. Cependant, dans le doute, j'ai quand même recherché, hein, j'ai cherché dans les versions officielles, etc., même sur plusieurs autres plateformes, et c'est pas du tout ce qui est dit en réalité. Alors de ce que j'ai vu en français, Kaido dit après avoir atterri de l'île céleste, ah ok, ça non plus ça ne marche pas, Barbe Blanche m'a vraiment bien eu, quel poisse je suis encore vivant. Donc de là on peut se dire, ok, Barbe Blanche lui a dit de sauter du nid céleste, comment mais pourquoi? Ça crée donc des interrogations du coup finalement un peu inutiles, parce qu'en anglais ça dit, quel mal de tête, j'ai survécu encore, le vieux Barbe Blanche l'a bien fait. Alors sous-entendant que l'a bien fait, c'est surtout du style peut-être, lui l'a bien fait, lui il est bien mort, lui il a réussi à mourir en gros, voilà. Ensuite, j'ai quand même regardé en anime dans l'épisode 739 et que ce soit en sous-titré français ou en anglais, ça sous-entend seulement que ça fait bobo tête, moi pas mort, Barbe Blanche lui a réussi à mourir. Voilà, donc comme je l'ai dit, au final, Kaido semble juste jaloux que Barbe Blanche lui ait réussi à mourir, lui soit mort, tandis que lui, il reste dans le monde des mortels et ne parvient pas à passer l'arme à gauche. Et pour la dernière question à propos justement du détenteur du fruit de l'eau à l'époque qui aurait conféré éventuellement l'immortalité à Kaido. Alors évidemment, c'est hautement spéculé, mais là pour l'instant, rien n'est approuvé, rien n'est sûr. La fontaine de jouvence conférée par l'ultime sacrifice du Ope no Mi n'est pas censé rendre invulnérable comme les Kaido, mais plutôt rendre immortel, ce qui est quand même relativement différent. Parce que s'il rend vraiment immortel et genre imbattable et que personne puisse mourir, mais genre même physiquement, donc là oui c'est peut-être possiblement lié à Kaido du coup.
Question de Spock76. Yo Goji, petite question pour un futur QOP, quelle zone mythique penses-tu ou aimerais-tu voir dans le futur de One Piece et pourquoi? Bah tu refais une vidéo sur les fruits du démon spéciaux, force à toi, continue ce que tu fais, merci poto. Alors je vais direct répondre à la question la plus rapide, oui effectivement il y aura un nouvel épisode et ça sera le dernier donc des fruits du démon spéciaux, parce qu'au bout d'un moment je vais finir par tourner en rond, j'ai d'autres idées de comment exploiter entre guillemets ce format mais pas de la même façon, bref, oui mais ce sera le dernier, le prochain, donc profitez-en bien. Et d'ailleurs, le tout premier de la série a été la première vidéo de la chaîne à atteindre 1 million de vues, ça a été assez récent d'ailleurs, donc merci à tous, c'est un énorme cap de passer, c'est juste symbolique au final, mais ça fait trop plaisir, donc merci à tous. Alors ok, concernant les zones mythiques, ce que j'aimerais voir, d'abord on va voir ce qu'on a déjà. Donc il y a celui du Bouddha, c'est Sangoku, il peut se transformer en énorme Bouddha, invoquant des ondes destructrices de la paume de sa main. Ensuite il y a celui du Phénix, capacité de vol et de régénération extrême avec des aptitudes de Logia, le rendant intangible dans sa forme complète, c'est littéralement surpuissant. Ensuite il y a celui du dragon, donc il peut voler, cracher un rayon destructeur, c'est celui de Kaido, c'est aussi celui qui est pour l'instant le plus impressionnant je trouve physiquement parlant. Attention, c'est un dragon oriental et pas occidental et ça va faire la différence, vous comprendrez pourquoi plus tard. Il y a celui du Kitsune, qui consiste à prendre l'apparence de n'importe qui. Alors là c'est un petit peu compliqué parce qu'il existe déjà ce fruit du démon sous modèle Paramecia, c'est celui du Mane Mane no Mi de Mr. 2. Donc le Kitsune va sans doute être exploité d'une certaine façon par Oda, mais il y a sans doute des pouvoirs cachés derrière. Et ensuite nous avons le Yamata no Orochi, c'est le serpent à 9 têtes, justement semblable à une hydre. Ok, donc maintenant ce qu'on pourrait voir éventuellement qui pourrait coller à l'univers de One Piece, il y a le dragon occidental, là c'est vraiment le dragon féroce, sanguinaire, qui n'est pas du tout comme le dragon japonais ou chinois comme on a pu le voir au niveau de Kaido. C'est un dragon qu'on a pu voir par exemple sur Punk Hazard, donc lié à Vegapunk, ou alors sur la proue de navire du navire de Monkey D. Dragon, justement des révolutionnaires. Ça serait énormément redondant, on est d'accord, mais c'est un fait, c'est possible dans l'univers, dans le bestiaire mythologique, etc. Il est possible qu'il apparaisse dans One Piece. Ensuite, il y a celui du basilic. C'est le serpent légendaire, donc au poison redoutable. Il a été plus ou moins intégré justement dans Impel Down via le Cocatrix, donc c'est une de ses formes, parce que c'est un lien entre une poule et puis un serpent, bref. Mais effectivement, un Zoan où justement le poison est une des attaques principales et qui pourrait d'ailleurs tuer n'importe qui et n'importe quoi, ça ferait un certain écho à celui de Magellan, mais transformé en Zoan, donc c'est pas impossible. Ensuite, il y a celui de la licorne. Alors du coup, la licorne, ça serait un peu compliqué, ça reste quand même une bête mythologique hyper connu, donc je vois pas pourquoi Oda ne l'utiliserait pas. Sa corne peut soigner des maladies ou justement guérir les plus puissants poisons, notamment celui par exemple du basilic. Donc ça serait un Zoan qui serait beaucoup plus lié à la santé, voilà. Et il existe également déjà dans le monde de One Piece, puisque Big Mom l'a dans son livre de collection que Mondor a créé. Ensuite, il y a le Cerbère, c'est le chien à 3 têtes, c'est le démon qui protège l'entrée des enfers, c'est le chien aussi de garde d'Hadès. Lui aussi, il est connu dans One Piece, il est connu donc pour son apparition sur Thriller Bark, mais il est très connu dans la communauté One Piece pour la théorie du fruit du Cerbère, donc pour Barbe Noire. Et je dois dire que même si je ne pense pas que Barbe Noire a ce fruit du démon, eh ben je dois dire que le concept du fruit, donc du Cerbère qui permet à chaque tête de manger un fruit du démon pour donner un homme finalement avec 3 ou 4 mêmes fruits du démon, ça serait hyper cool, hyper intéressant, mais du coup si on part de ce principe là, le Yamata no Orochi peut manger jusqu'à 9 fruits du démon, ça serait un peu n'importe quoi. Mais en tout cas, ça collerait bien je trouve avec le bestiaire de One Piece. Alors la dernière partie là-dessus, c'est ce que j'aimerais voir moi, en tant que Zoan. Totalement du fanboy, c'est ni logique, ni spécialement travaillé, donc gardez votre calme, respirez. Alors j'aimerais voir un démon, quelque chose comme un démon, je trouve que ça collerait plutôt bien avec l'univers de One Piece, style Ashura justement. Ashura est un démon de base, ou sinon d'autres démons bibliques tels Belzébuth, Asmodée, des trucs comme ça qui ont quand même vraiment un peu de gueule et qui pourront avoir cet aspect vraiment très démoniaque quoi. Je sais pas trop comment expliquer et exploiter les pouvoirs, mais en tout cas visuellement ça rendrait très bien. Par exemple il y a les divinités égyptiennes qui sont souvent mélangées à des animaux et donc ça rendrait un mélange assez cool avec les Zoan. Par exemple Ra lui, il utiliserait le feu, encore une fois mais ça serait pas pareil hein. Oui, c'est un oiseau aussi de feu, mais ça serait pas pareil. Oui. Ce serait un peu comme Marco, mais pas pareil. Et sinon, il y a Anubis, donc le dieu funéraire, qui aurait peut-être un pouvoir très mortel, très funeste, un peu à l'image du Yami Yami no Mi. Je trouve ça rendrait vraiment très bien. Je trouve vraiment là, c'est vraiment que sur l'aspect visuel que j'aimerais voir ça dessiné par Oda, et je trouve que ça pourrait avoir vraiment un rendu très cool. Donc voilà, je sais pas si vous avez à peu près suivi mon délire, mais pour le coup, je dois avouer qu'il y a beaucoup une très grosse part de fanboy là qui parle. Et ben voilà les bros, je crois avoir fait le tour, vos questions étaient génialissimes, j'ai pris un plaisir fou à le faire, c'est vraiment un de mes formats préférés les QOP, je surkiffe et je sais que vous aimez ça, donc c'est tant mieux. N'oubliez pas de répondre et de réagir aux QOP dans les commentaires, et surtout primordial pour la suite de cette petite série. J'espère sincèrement moi de mon côté que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le placement de produit que je vous ai communiqué en début de vidéo vous aura fait plaisir et que vous aura apporté quelque chose, je n'en doute pas. Je vous remercie encore tous de votre soutien permanent, vous êtes vraiment incroyables, je vous remercie du plus profond de mon cœur. Je vous dis donc à très bientôt les bros, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine. Peace.